chers co-internes, chères consoeurs, chers confrères, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Zaina Nokri, interne de 5e semestre de médecine générale à Bordeaux et chargée de mission lutte contre les discriminations pour le Bureau national de l'ISNAR-IMG. Je ne déclare aucun lien d'intérêt et ai pour seule influence, pour traiter de ce sujet, d'être une femme racisée. Chers congressistes, bienvenue à la conférence « Ce que le racisme fait à la santé ». J'accueille votre intérêt pour cette thématique avec beaucoup d'enthousiasme, mais aussi avec beaucoup d'espoir. Tout d'abord, rappelons quelques éléments de contexte historique. La médecine occidentale théorise la race par le biais des classifications émises par les naturalistes. C'est essentiellement dans la période des Lumières que des naturalistes comme Linné ou encore Buffon classent l'humanité en race humaine. À cette même période, on voit apparaître des controverses scientifiques qui opposent les thèses monogénistes et les thèses polygénistes. La thèse monogéniste diffusait l'idée selon laquelle il n'existe qu'une seule espèce humaine. Puis, au cours du XVIIIe siècle, apparaît la thèse ou la théorie polygéniste, selon laquelle il existerait plusieurs espèces humaines. Voltaire, par exemple, est partisan de cette dernière thèse. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'esclavage joue un rôle très important dans cette taxinomie de l'humanité et du vivant. En effet, Linné, lorsqu'il classe l'humanité en race humaine, évolue dans un contexte où il existe des esclaves. Ainsi, l'humanité a été hiérarchisée pour les besoins de l'esclavage. Puis, la science a légitimé cette hiérarchisation en s'appuyant sur des différences, notamment physiques. Ce qui est primordial de comprendre, c'est que dans l'idée de race, il y a l'idée de hiérarchie. C'est ainsi que des médecins comme Broca, la fameuse ère de Broca, associent des tempéraments aux différentes races. Par exemple, le tempérament lymphatique est associé à la race noire et aux femmes, plaçant ainsi les femmes et les noirs dans une catégorie inférieure à l'homme blanc. On comprend ainsi qu'il n'existe pas de racisme anti-blanc. Le racisme est un processus historique, structurel, institutionnel. En médecine, on parlera même parfois de tempérament féminin pour inférioriser une catégorie humaine. C'est donc grâce à cette histoire que nous comprenons aisément la définition du racisme. Le racisme est une idéologie qui, partant du postulat de l'existence de races au sein de l'espèce humaine, considère que certaines personnes sont intrinsèquement supérieures à d'autres. D'ailleurs, en France, le racisme n'est pas une opinion. Il est un délit sanctionné par la loi. Pourtant, le racisme est omniprésent, en santé comme ailleurs. Bien que le monde médical continue de le nier d'une manière déconcertante, il suffit d'être passé dans les cabinets médicaux, les services hospitaliers, pour voir comment certaines catégories de personnes continuent d'être instrumentalisées, chosifiées, essentialisées par les professionnels de santé. Le racisme est ainsi banalisé, ordinaire, quotidien. Combien de fois au décours d'une conversation laissons-nous passer l'expression « syndrome méditerranéen ». La France connaît plusieurs vagues d'immigration depuis la fin du XIXe siècle. L'arrêt de l'immigration de travail est décidé par l'État français en 1974. Depuis cette date, de nombreux textes ont été adoptés pour encadrer l'entrée et le séjour des étrangers et étrangères en France et non ressortissants de l'Union européenne. Ces textes de loi ont connu de nombreuses évolutions. Ces dernières années, avec la montée de l'extrême droite et du populisme, ils se sont nettement durcis. Le 26 janvier 2024 dernier, le président de la République Emmanuel Macron a promulgué la nouvelle version de la loi immigration.
Initiée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, la première version de la loi prévoyait la suppression de l'aide médicale d'État, ou AME. C'est la première fois depuis sa mise en place que l'AME a été autant mise en péril. Cela a créé une grande vague d'indignation chez les professionnels de santé. Et face à ces vagues d'indignation, sa suppression a ensuite été retirée de la loi. Pourtant, il semble que l'AME ne bénéficie à ce jour que d'un sursis. Mais jusqu'à quand? C'est avec beaucoup de fierté que je vous présente mes 3 invités. Louise Wetterwald, interne de 5e semestre à Grenoble, ma prédécesseure au sein de l'ISNAR-IMG, qui a une expertise au niveau des violences sexuelles et sexistes et qui a participé à la réalisation d'un dispositif et d'un guide pour lutter contre les violences sexuelles et sexistes au sein de notre syndicat. Ouda Merimi, médecin généraliste formé en santé publique et humanitaire, qui a exercé plus de 10 ans au sein de dispositifs de santé communautaire. Elle est aujourd'hui responsable du pôle qualité des pratiques en santé pour l'ONG Médecins du Monde. Et enfin, la dernière, mais pas des moindres, Sabrina Ali Ben Ali, notre invitée politique, militante pour la France insoumise, également médecin urgentiste, autrice de La révolte d'une interne, Santé, hôpital, état d'urgence, édition Le Cherche Midi. Je vous remercie toutes les 3 d'avoir honoré mon invitation et de nous partager votre expertise. Je vous demande de les applaudir toutes les 3. Bonjour Louise. Je te laisse déclarer tes liens d'intérêt. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Louise Wetterwald, je suis interne à Grenoble et j'étais anciennement chargée de mission lutte contre les discriminations avant Zaina pour l'ISNAR-IMG. Et je n'ai pas d'autres liens d'intérêt. Tu parles de ton poste de lutte contre les discriminations au sein du syndicat. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que sont les discriminations ? Donc les discriminations, ce sont des injustices que vivent les personnes à cause d'une particularité ou à cause de l'appartenance à un groupe social. Et les discriminations, elles découlent directement des systèmes de domination. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un système de domination ou ce que sont plutôt les systèmes de domination ? Oui, donc les systèmes de domination, c'est un concept qui vient des sciences sociales et qui décrit l'organisation hiérarchique des groupes sociaux et la répartition du pouvoir, de la richesse et de la violence au sein des groupes sociaux. Les systèmes de domination, ils sont multiples et ils vont se baser sur des critères comme la racialisation, justement dont on va parler, mais aussi le genre, l'orientation sexuelle, la religion. Et ils vont octroyer des privilèges à certaines parties de la population et en opprimer d'autres. Est-ce que c'est possible pour toi de nous illustrer ce que tu viens de nous expliquer par des exemples concrets ? Oui, donc par exemple, le racisme, c'est le système de domination des personnes blanches sur les personnes racisées. Le sexisme ou le patriarcat, c'est le système de domination des hommes sur les femmes et les minorités de genre. Ou encore, le capitalisme, c'est un système économique de domination des classes bourgeoises sur les classes populaires. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Au niveau de la loi, la définition de discrimination, ça donne quoi ? Actuellement, donc, il y a 25 critères de domination qui sont identifiés et interdits par la loi. Donc on ne pourra pas parler de chacun d'entre eux aujourd'hui. Mais en tout cas, donc, les discriminations, elles sont induites par les systèmes de domination et ce sont des oppressions qui sont systémiques. On dit aussi structurelles ou institutionnelles. Et ce sont donc les oppressions que vivent les groupes sociaux qui sont défavorisés par le système de domination. Pour qu'on soit bien sûr de comprendre, Louise, comment on fait la différence entre une simple injustice et une discrimination ? Les discriminations, elles ont des dimensions sociales, politiques et économiques.
Par exemple, pour le sexisme, les dimensions sociales, ça va être les violences sexistes et sexuelles. Les dimensions politiques, c'est l'accès au droit à l'IVG, à la contraception, au droit de vote, au droit d'avoir un compte en banque. Et les dimensions économiques, c'est la dévalorisation des métiers à majorité féminine, comme par exemple les métiers du soin ou les métiers de l'éducation, qui sont pourtant d'une très grande utilité sociale. Et c'est aussi le travail domestique qui est fait par les femmes dans les couples hétérosexuels et qui va permettre de libérer du temps pour son conjoint et qui va lui permettre à lui de percevoir des revenus. Pour le racisme, de la même manière, les dimensions sociales, c'est l'accès aux soins, l'accès au logement, l'accès au travail. Les dimensions politiques, c'est les violences policières, c'est les reconduites aux frontières, les lois racistes, la non-assistance en Méditerranée, ou encore les multiples législations sur les tenues que devraient porter ou ne devraient pas porter les femmes musulmanes. Les dimensions économiques, c'est la dévalorisation des métiers, donc les contrats précaires et les emplois sous-qualifiés. Et donc, c'est cet aspect structurel ou institutionnel des discriminations qui les définit. Et c'est pour ça, par exemple, qu'on ne peut pas parler de racisme anti-blanc. En fait, pour savoir si l'injustice, elle relève réellement d'une discrimination, on peut se poser la question, est-ce qu'il y a des impacts sur chacun des dimensions qu'on a relevées auparavant. Donc, par exemple, pour les personnes qui parlent de racisme anti-blanc, est-ce qu'il y a une oppression sociale du groupe des personnes blanches? Donc non, sur le plan social, elles sont plutôt favorisées. Est-ce qu'elles ont des problèmes encore en tant que groupe sur le plan politique? C'est plutôt l'inverse, et c'est la même chose sur le plan économique. Et on peut aussi se demander s'il y a une historicité, par exemple, de discrimination sur les personnes blanches. Donc là, non, encore une fois, l'histoire, elle les met plutôt du côté des dominants, avec l'histoire de la colonisation, l'histoire de la ségrégation, de l'esclavagisme, etc. Et encore une fois, cette analyse-là, elle est faite sous le prisme du système de domination qu'est le racisme et à l'échelle du groupe social. À l'échelle de l'individu, il y a bien sûr des exemples de personnes racisées qui vont être plus privilégiées sur le plan économique, par exemple, qu'une personne blanche. Et là, c'est parce qu'il peut y avoir un autre système de domination qui rentre en compte, comme dans cet exemple, le capitalisme, donc qui privilégie les personnes de la classe bourgeoise par rapport aux classes populaires. Finalement, Louise, dans l'idée de racisme, il y a l'idée de domination, de hiérarchie. Et donc, quand on se bat contre le racisme, ou quand on essaye de lutter contre le sexisme, est-ce que finalement on peut dire que c'est le même combat? Est-ce que c'est ça la convergence des luttes? Oui, en effet, les systèmes de domination et les discriminations, ils sont indissociables les uns des autres. Donc c'est très difficile de lutter contre une oppression sans avoir une vue d'ensemble sur les autres oppressions. Et cette idée, c'est au centre du concept d'intersectionnalité. En parlant d'intersectionnalité, c'est vraiment un mot qu'on entend régulièrement dans les médias, souvent de manière assez péjorative, avec le mot woke à côté, etc. Est-ce que tu pourrais nous le définir avec tes mots? Mais vous voyez donc l'illustration de l'intersectionnalité sur cette diapositive, et c'est l'imbrication de toutes les discriminations. C'est un terme qui est apparu pour la première fois dans les années 90 sous la plume de Kimberly Williams Crenshaw, qui était juriste et militante afroféministe. Mais c'est un concept dont parlaient auparavant, dans la deuxième moitié du XXe siècle, les militantes justement afroféministes comme Angela Davis, qui était à la fois une militante du Parti communiste, une militante féministe et une militante des droits civiques. Et comme les autres militantes afroféministes, elles se rendaient compte qu'elles se reconnaissaient pas complètement dans chacun de ces trois espaces de lutte. Et donc finalement, l'intersectionnalité, c'est dire que
les discriminations, elles ne se surajoutent pas entre elles, mais plutôt elles se multiplient. Et de cette manière-là, une femme blanche, elle ne va pas vivre la même forme de sexisme qu'une femme racisée. L'expression femme racisée, c'est une expression péjorative? Mais le terme de racialisation ou donc de personnes racisées. Okay. Pardon. Le terme de personnes racisées, ça renvoie au fait que bien sûr les races biologiques, ça n'existe pas, mais que dans l'espace public, il y a des personnes qui sont victimes de racisme. Donc c'est la société et pas la biologie qui les catégorise comme ça. Je te remercie Louise pour cette précision essentielle. Comment tu expliques qu'en 2024, le racisme est toujours aussi actuel? Pourquoi il se conjugue encore au présent? C'est vrai qu'on entend parfois que le racisme, ça serait le fait d'un autre temps, donc de la ségrégation, etc. Et on entend aussi qu'il serait plus important dans les autres pays. En général, on dit en France, ça va. Et non seulement il n'a pas disparu, les personnes racisées, elles sont encore discriminées sur toutes les dimensions qu'on a vues auparavant. Mais dans le contexte actuel de montée de l'extrême droite et du populisme, on ne peut que s'inquiéter de la recrudescence des idées racistes parmi nos dirigeants. Et en effet, c'est le cas à l'étranger, c'est le cas aux États-Unis, récemment avec les élections en Argentine. C'est aussi le cas dans plusieurs pays d'Europe, en Hongrie, en Pologne, en Italie. Mais bien sûr, la France, elle n'échappe pas à la montée de l'extrême droite en ce moment. Pour qu'on soit sûr de ce que tu nous parles, Louise, est-ce que tu peux nous dire ce que tu mets derrière l'expression extrême droite? Et est-ce que tu peux nous faire un point de contexte sur la montée de l'extrême droite? Non, c'est dommage que vous n'ayez pas le diapo, mais ah si, il revient. Donc l'extrême droite, ça regroupe des mouvements, des organisations politiques, des partis politiques, dont les idéologies vont se fonder sur 3 points. D'abord, le rejet de l'immigration, ou d'un ou plusieurs groupes sociaux qui vont être considérés comme des ennemis. Et ces groupes, ils sont fondés sur des critères comme le genre, l'orientation sexuelle, la racialisation, la religion, l'opinion politique, et c'est là qu'on retrouve l'idée de discrimination et de système de domination. Le deuxième critère, ça va être un projet autoritaire, nationaliste, avec un chef de l'État puissant. Et puis le dernier critère, c'est une rhétorique anti-système contre les partis politiques traditionnels et très critique de la démocratie. D'après ce que tu nous racontes, on comprend là que les principes fondateurs de l'extrême droite sont des principes discriminants, parfois racistes. Pourtant, je pense que tous les électeurs d'extrême droite ne se définiraient pas comme étant des personnes racistes ou sexistes, etc. Mais je ne pense pas qu'on puisse dire que tous les électeurs de l'extrême droite sont des personnes racistes. Par contre, l'idéologie d'extrême droite, c'est une idéologie raciste. Et c'est une idéologie qui peut être difficile à identifier parce qu'une des stratégies de l'extrême droite, c'est de ne pas s'auto-définir comme d'extrême droite. Et les nazis l'avaient fait avec le socialisme, par exemple. Et encore aujourd'hui, on entend Marine Le Pen dire qu'elle n'est ni de gauche ni de droite, ou encore Éric Zemmour dire qu'il est de droite. Et donc, ils vont s'approprier les symboles et aussi les sujets des autres groupes politiques, et comme ça créer de la confusion sur leur ligne politique. Et puis, c'est une manière aussi de rendre plus acceptable leur idéologie, alors qu'elle ne l'est pas et qu'elle est très dangereuse en fait. Ce que tu décris finalement, c'est une nébuleuse, un continuum. Et pourtant, dans les années 2000, la dichotomie a été franche. On avait l'extrême droite d'un côté et les autres partis. Et dans l'imaginaire collectif, c'était quand même plus facile de dire l'extrême droite est raciste. J'ai l'impression quand même aujourd'hui que c'est plus difficile de faire ce parallèle entre extrême droite et racisme. Et qu'il y a une banalisation de leurs idées, effectivement. Comment tu expliques ça ?
Mais c'est vrai que leurs programmes, ils changent, ils évoluent souvent, notamment sur les questions économiques et sociales. Et ça participe aussi à créer la confusion sur leur ligne politique. Donc c'est toujours plus pertinent de s'intéresser à ce qu'ils font une fois qu'ils sont en poste de pouvoir que d'aller lire leurs programmes ou d'écouter leurs promesses. Et ces dernières années, suite à la stratégie de dédiabolisation du Front National, qui est donc devenu le Rassemblement National, et à l'exclusion des nazis les plus visibles, l'extrême droite, elle a gagné de la place dans les instances publiques et notamment à l'Assemblée nationale où il y a maintenant 88 députés du Rassemblement national, donc un chiffre assez inédit. Et après cette prise de pouvoir progressive, avec la popularisation de leurs idées, elles vont avoir finalement une influence sur les autres partis politiques. Et on en reparlera avec les autres invités, mais par exemple, la loi immigration, elle n'a pas été écrite par le Rassemblement national. Et comme tu le disais, Zaina, dans les années 2000, ça aurait été inacceptable à la fois pour la population et pour les autres partis politiques. Si je résume ce que tu viens de nous dire, Louise, il y a une banalisation de leurs idées, l'idéologie dominante, elle a complètement changé. Comment toi tu expliques cette banalisation en fait de ces idées racistes ? Je pense qu'une des explications, c'est la place de l'extrême droite dans les médias actuellement. Et il y a eu une banalisation et une grande diffusion des idées d'extrême droite dans les médias dominants, une grande place aussi de leurs représentantes et représentants de nos médias. Et puis une exacerbation et puis vraiment une mise en lumière des enjeux politiques au moment des élections présidentielles, comme on l'a vu avec la candidature d'Éric Zemmour en 2022. Et puis il y a aussi une reprise des grands thèmes d'extrême droite dans les médias, avec une grande place que prend l'insécurité et l'immigration. Merci beaucoup, Louise. Et donc, si ces sujets vous intéressent, vous avez accès aux sources grâce au QR code qui renvoie vers les articles qui ont sourcé cette présentation. On continue avec le docteur Ouda Merimi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Ouda, as-tu des conflits, des liens d'intérêt à nous déclarer ? Ce matin, je n'ai pas de lien d'intérêt à vous déclarer, mais pour être plus explicite, je n'ai pas de lien d'intérêt avec les partis politiques et pas de lien d'intérêt avec l'industrie pharmaceutique. Je te remercie Ouda. Ouda, tu travailles pour l'ONG Médecins du Monde. Est-ce que tu peux nous parler de Médecins du Monde en quelques mots, te présenter toi aussi et nous expliquer ce que tu fais à Médecins du Monde ? Et est-ce que tu peux nous dire si vous, à Médecins du Monde, vous êtes confrontés aussi à ces problèmes de racisme ? Alors moi, je travaille pour Médecins du Monde depuis 2018, bon, ça fait quelques années. J'ai été longtemps médecin généraliste avant de travailler pour Médecins du Monde. Et donc, pour vous parler un petit peu de cette organisation, donc c'est une ONG de solidarité internationale. Et donc, nous intervenons à l'international et en France. Nous intervenons en France depuis les années 80, donc ça date. C'est pour vous dire que les problèmes de précarité ne sont pas récents en France. Sur une 50aine de projets, autant en France hexagonale que sur l'outre-mer. La spécificité des projets de Médecins du Monde, c'est qu'ils se déclinent sous deux formes. Ils se déclinent sous forme centre de santé, donc ce sont des structures qui sont repérables au niveau de l'espace et vers lesquelles se dirigent les personnes. Bon, il y a environ 14 centres de santé, surtout sur le territoire hexagonal, mais il y a surtout des projets qu'on appelle projets aller vers. Et donc c'est le fait d'aller vers des personnes que nous repérons. La plupart du temps, elles sont en dehors des radars. Elles ont des déterminants sociaux de la santé en matière de logement, en matière de travail qui sont exécrables. Et donc là, le gros des projets, les 2/3 des projets de Médecins du Monde en France, ce sont des projets où nous allons vers les personnes, justement pour essayer d'évaluer leurs besoins de santé. Donc de fait, dans l'histoire de Médecins du Monde, dans ces 40 ans de Médecins du Monde, c'était aller à la recherche de personnes qui sont en situation de précarité, qui sont en situation d'exclusion économique, géographique. Mais le fait est que depuis plus d'une vingtaine d'années, la plupart de ces personnes sont étrangères. Donc la précarité touche beaucoup les étrangers en France. Et
Donc nous publions depuis 20 ans d'ailleurs un rapport de l'Observatoire de l'accès aux droits et aux soins. Les chiffres sont constants toutes ces dernières années. Nous avons plus de 98% de personnes étrangères dans notre file active, principalement constituée d'hommes d'ailleurs, mais il y a une féminisation de la migration depuis plusieurs années. Depuis 2019, elle a basculé. Aujourd'hui, les chiffres mondiaux, on est, je pense, à 51 ou 52% de migration féminine. On voit l'augmentation des femmes dans les files actives, mais on est plutôt un peu moins de 40% aujourd'hui. Et donc, le phénomène de racisme, est-ce qu'on le voit ? On le voit certainement, mais c'est un temps, tu le disais peut-être un petit peu dans ton intervention, où il y a une prudence sur les mots qu'on choisit. Parce qu'on définit, les mots sont, enfin, il y a des choses qui sont en construction, on ne donne pas les mêmes définitions aux mots, donc on est très prudent. On a toujours peur d'être classé quelque part le moment où on donne certains mots. Donc très clairement, il y a des phénomènes d'exclusion. Je commencerai peut-être par là, si tu veux bien. Il y a des phénomènes d'exclusion que nous voyons et qui sont en rapport, puisque c'est ce qui nous unit aujourd'hui, qui sont en rapport aussi avec les pratiques des professionnels ou qui pourraient être en rapport avec des exclusions institutionnelles. Ça, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Justement, comment ça se révèle au niveau des pratiques des professionnels ? On a échangé bien évidemment pour vous présenter cet atelier. Tu voulais nous parler des notions de stéréotypes et de préjugés qui sont essentielles pour expliquer ça selon toi. Alors tout à fait, je voulais prendre quelques minutes effectivement pour aller un peu plus loin sur les définitions que je donne du coup sur stéréotypes et préjugés. Je commence par parler des stéréotypes en disant que c'est des mécanismes cognitifs assez normaux, les stéréotypes. C'est pour appréhender un monde qui est complexe, et donc à un moment, avoir des stéréotypes, c'est aussi pour pouvoir appréhender de manière plus simple, plus rapide, des caractéristiques dites communes au niveau d'un groupe de personnes. Et donc ça, c'est le stéréotype. Les Italiens parlent beaucoup avec leurs mains. Stéréotype. Les Arabes aussi. Donc le stéréotype, il faut vraiment le considérer comme un mécanisme normal. Voilà ce que je veux dire. Il n'est pas critiquable en soi à ce niveau-là. Le préjugé, ça devient autre chose. Le préjugé, ça devient une attitude que nous avons, un état d'esprit, une attitude positive ou négative vis-à-vis d'un groupe de personnes. Et généralement, c'est construit à partir des stéréotypes. Et donc les Italiens qui parlent avec leurs mains, ça m'énerve. Ça déclenche une attitude. Après le stéréotype, après le préjugé, il y a la discrimination. La discrimination, c'est que cette attitude, en fait, elle va déclencher un traitement différencié de personnes ou de groupes de personnes, mais qui sont basés, en fait, sur tous ces mécanismes cognitifs. Donc, ça, c'est un peu les définitions théoriques et les définitions que je veux donner aux mots. Maintenant, pour revenir à l'ensemble de la communauté des professionnels de santé, je ne pense pas qu'un professionnel de santé pense qu'il soit raciste, qu'il soit discriminant, ou qu'il ait envie de traiter de manière différenciée dans le sens négatif une personne. Ce n'est pas du tout déontologique. De toute façon, on parlera aussi de la déontologie de la profession. Cela dit, il faudrait vraiment se rendre compte que ces biais existent, qu'ils sont majeurs, et je pense que c'est l'inconscience de ces biais qui peut entraîner des comportements discriminants et qui peut entraîner donc des comportements racistes. Donc, je peux peut-être illustrer ça avec quelques exemples. Il y a eu plusieurs études, notamment nord-américaines, états-uniennes, parce que les études raciales sont possibles, justement, ce qui n'est pas possible en Europe et en France, sur la manière dont est appréhendée la douleur en fonction de la personne, si elle est racisée ou non. Et donc, c'est des études qui existent depuis les années 90 sur la prescription dentalgique, où on s'est rendu compte de manière assez fréquente qu'on donnait assez peu d'antalgiques aux personnes noires, et qu'on en donnait plus aux personnes blanches, et que quand ça a été creusé, donc les études, elles ont toujours, on en fait toujours par période, c'est sur la manière, justement, le stéréotype et le préjugé sur le fait que les personnes noires seraient
moins sensible à la douleur, qu'elle serait plus forte, et que donc elle n'exprime pas aussi cette douleur qui serait plus exprimée par des personnes, par exemple, latino, des personnes blanches. Ce que tu nous expliques, ça m'évoque le fameux syndrome méditerranéen. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Alors, je ne sais pas si tu as envie d'en parler d'abord, Louise, le syndrome méditerranéen. Ouais. Donc, le syndrome méditerranéen, c'est pas un vrai diagnostic scientifique, hein, c'est vraiment une étiquette qu'on met sur quelqu'un. En général, donc initialement des personnes du pourtour méditerranéen, mais je ne sais pas si vous avez vu aux urgences, maintenant on en entend parler pour des personnes d'Afrique subsaharienne ou d'Europe de l'Est, ou qui ne sont pas blancs de manière générale. Souvent, on met cette étiquette devant l'expression d'une douleur, l'expression forte parfois d'une douleur qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi cette personne elle exprime de cette manière cette douleur, on ne comprend pas ce qu'elle a. Et pourquoi on ne comprend pas? Parce que parfois il y a la barrière de la langue et qu'on ne s'est pas donné la peine d'avoir un interprète. Parce qu'il y a des expressions culturelles de la douleur qui sont différentes des nôtres. Et puis aussi parce que quand une personne elle se sent incomprise ou peut écouter, parfois elle va surréagir en disant non mais là en fait j'ai vraiment mal et peut-être que ces symptômes vont s'exprimer un peu plus fort parce qu'elle voit qu'en face en fait elle ne va pas vraiment être prise en compte. Il y a un article de Myriam Dergam qui décrit bien ce que c'est et qui décrit son histoire. Et finalement, ça va mener à un retard diagnostique chez des personnes racisées. Et en particulier chez les femmes. Et ça mène à un retard diagnostique, par exemple, sur la douleur thoracique chez les femmes racisées pour l'infarctus du myocarde. Ouda, est-ce que tu pourrais nous parler d'outils ou d'astuces pour les professionnels de santé, justement pour ne pas tomber dans ces préjugés, pour ne pas avoir des pratiques discriminantes? Oui, alors je peux vous en donner quelques-unes. J'ai 2 diapos à faire défiler où il y a des sources qui pourraient vous être utiles. Je pense que la première étape qui est essentielle, c'est celle de se rendre compte de la normalité de ces stéréotypes et de les accepter. Il faut accepter le fait qu'on ait des stéréotypes, ne pas se juger parce qu'on a des stéréotypes, mais par contre les conscientiser. Et à partir du moment qu'on conscientise le fait qu'on a des stéréotypes, c'est aussi face à un patient, par exemple, face à un patient ou à une patiente, quelque part, il faudrait se poser la question le moment où on a des émotions négatives. Quand on a des émotions négatives face à des personnes particulières, c'est les interroger, ces émotions négatives. C'est vraiment, il faut intellectualiser le process de qu'est-ce qui déclenche ce malaise, qu'est-ce qui déclenche cet agacement parfois. Et c'est une manière de se rendre compte, on est beaucoup dans le déni au départ. On peut être beaucoup dans le déni. Non, moi je suis pas raciste, de toute façon, je n'ai pas de préjugés. Je traite tout le monde de manière égalitaire. C'est des process normaux. C'est comme l'acceptation d'un diagnostic ou d'une douleur. De toute façon, c'est les mêmes process. Pour combattre, donc, ce qui est problématique, c'est une attitude discriminatoire. C'est que les personnes n'aient pas accès à une qualité de soins ou de services de santé qui soit égale. Donc, un des process, c'est d'individualiser les personnes, c'est de pouvoir leur poser suffisamment de questions, justement pour se sortir des stéréotypes et de pouvoir voir la personne en tant qu'individu dans son entièreté. Et c'est ça, en fait, qui nous éloigne de tout ce qui pourrait être attitude discriminatoire et d'être plus égalitaire dans sa manière d'agir. Il faut aussi se rendre compte, et je le dis d'autant plus qu'aujourd'hui le système de santé est en crise, que le raisonnement clinique médical, c'est un raisonnement intellectuel qui, au moment où on est en formation, quand on est jeune et on est en formation, ce sont des compétences qui sont acquises récemment, demandent vraiment le processus cognitif de concentration et justement d'individualisation des informations. Par contre, plus on avance dans sa biographie professionnelle, plus ce raisonnement il devient intuitif. Et il faut savoir que plus il est intuitif, plus il plonge dans le stéréotype. Parce que c'est intuitif aussi. Donc cette histoire de vraiment aller chercher à chaque fois les informations individuelles. Et pour avoir des informations individuelles de qualité, donc on parle de personnes étrangères, et ça on le voit, c'est vraiment une des grandes luttes de médecins du monde. J'ai envie de le dire, pardonnez-moi si je le dis comme ça, mais parce que
vous ne pouvez pas espérer avoir une consultation de bonne qualité face à des personnes allophones ou peu francophones si vous n'avez pas d'interprète professionnel. Je veux dire, c'est une réalité totale. Vous pouvez espérer peut-être avoir une ou deux informations. Vous aurez un raisonnement clinique qui est avorté, en fait, qui est totalement incomplet. Et la personne elle-même est privée de pouvoir vous dire que de cette chose-là qu'elle souffre, mais qu'il y a aussi cette condition-là. Donc l'interprétariat professionnel, le moment où vous faites face à des personnes qui ne parlent pas français ou qui parlent peu français, j'insiste, hein, c'est les deux conditions. L'interprétariat professionnel est un moyen de lutte contre les préjugés, c'est un moyen de lutte contre les discriminations. Je vous disais que Médecins du Monde, on était beaucoup à aller vers les populations précaires. La réalité des populations précaires, c'est que ce qui atteint leur santé, c'est le non-accès à des dispositifs de santé, mais c'est aussi leurs conditions de vie. Et parfois, on ne connaît pas, on ne pose pas, on oublie de poser la question. Il y a des fois, on aurait même honte de poser la question est-ce que vous avez l'électricité, est-ce que vous avez l'eau? Et pourtant, aujourd'hui, avec l'accentuation de la précarité, moi je pense que c'est des questions qu'il faut se poser. Il y a un nouveau corps de professionnels en cours de professionnalisation qu'on appelle les médiateurs et les médiatrices en santé, qui sont des personnes qui ont donc une espèce de double casquette. Elles ont d'abord une connaissance fine du système de santé et des dispositifs de santé, les centres de dépistage, les médecins généralistes dans le réseau, les maisons communautaires, les PMI, etc. Mais elles ont aussi une connaissance fine des populations. Et donc elles ont une connaissance fine des gens du voyage, des personnes qui vivent en squat, des personnes qui sont d'une certaine origine, des personnes par exemple provenance d'Europe de l'Est, des conditions de vie en bidonville. Et donc ces personnes, généralement, elles ont un rôle d'accompagnement qui est pas mal. Donc elles accompagnent les personnes vers les services de santé. Elles sont en capacité d'expliquer les conditions de vie des personnes. J'ai pour mémoire une des médiatrices de santé de Médecins du Monde à Lyon qui... ça m'avait beaucoup touché cette histoire. Je venais d'arriver à Médecins du Monde. Je pense que c'était une sage-femme de la PMI qui avait donné à 3 ou 4 reprises rendez-vous à une dame d'origine d'Europe de l'Est, avec tous les stéréotypes et les préjugés que nous avons sur les personnes roms, et qui disait j'en ai marre de lui donner des rendez-vous, elle n'arrive jamais. De toute façon, elle ne vient jamais. Les Roms, ils sont comme ça. De toute façon, on a beau leur donner rendez-vous, ils ne sont jamais là, et ils finissent aux urgences dans un état grave. Gros stéréotypes, préjugés et attitudes discriminatoires. Donc la médiatrice en santé qui est allée chercher la dame pour lui dire comment ça se fait que 3e, 4e rendez-vous, qui dit j'ai toujours pas d'eau, moi je ne peux pas aller voir la sage-femme si je ne prends pas de douche. Et c'est vraiment des informations qui sont fines, c'est des informations qui permettent vraiment de lutter contre ces attitudes discriminatoires. Donc voilà, vous dire qu'il y a d'abord un travail vraiment très personnel d'introspection, d'accepter que c'est un mécanisme cognitif, le stéréotype, qu'il va être accentué dans vos conditions de stress, qui sont accentuées aujourd'hui dans les conditions de crise du système de santé. Donc il y a d'abord ce mécanisme intellectuel, personnel d'introspection à faire. Il y a des outils comme ces 2 professionnels dont je viens vous parler. Il y a tous ces sites que j'ai exposés au niveau de mes 2 diapos qui vous seront certainement remises, je suppose. Et je trouve une dernière chose, si tu me permets, Zeyna, que je trouve quand même pas mal du tout. En préparant mon intervention d'aujourd'hui, je ne sais pas jusqu'à quel point déjà les sciences sociales, humaines et sociales ont fait leur intrusion dans le parcours de base de médecine et de médecine générale. J'ai toujours trouvé insuffisant. J'ai toujours l'impression qu'il faut en faire plus. Ça reste encore assez timide. Voilà. Mais j'ai vu chez nos collègues suisses qu'il y a un module spécifique, ce que le racisme fait à la santé. Et donc je pense que les questions de racisme, elles devraient être traitées dans le parcours initial, justement pour cette prise en conscience et pour encourager le mécanisme d'introspection dès le départ. Merci beaucoup, Ouda. Donc Ouda nous a parlé de ces outils, merci beaucoup, qui vont nous être toutes et tous très utiles, j'en suis sûre. On va parler maintenant du côté un petit peu plus institutionnel et de l'actualité brûlante de la loi immigration. Merci Sabrina d'être avec nous. Est-ce que donc tu peux parler de cette nouvelle loi immigration ?
en quelques mots. Oui, bonjour à tous. Alors, tu as laissé traîner. En préjugé, c'est les Arabes laissent traîner des diapos, non? D'accord. Bon, je vais essayer de faire l'arabe qui laisse pas traîner de diapos, moi. Alors, Zaina m'a donc demandé ici de vous présenter. J'ai oublié les conflits d'intérêts. Alors, j'ai pas de conflit d'intérêts avec un gain quelconque financier. Par contre, j'ai une activité militante puisque je suis co-animatrice du livret santé de la France insoumise depuis la dernière présidentielle de 2017, qui a donc consisté à élaborer le programme santé pour présenter comme programme alternatif à la présidentielle et continuer à l'animer aujourd'hui avec toute une équipe, mais c'est bien sûr un travail bénévole. Et évidemment, je suis activiste par ailleurs depuis très longtemps depuis mon externat, disons la dignité dans le soin. C'est ce qui m'a emmenée à devenir militante et qui a emmené mon parcours jusqu'à m'inscrire dans le cadre d'un parti politique avec l'idée qu'il fallait changer les institutions pour y arriver et que les associations, etc. dans mon parcours ne suffisaient pas. Mais en tout cas, c'est via mes études que ça m'a premier interpellée avec la façon dont on s'occupe des patients. Alors, le racisme, c'est quoi? C'est d'abord l'idéologie, comme vous le voyez là sur la diapo, qu'il existe une hiérarchie entre des groupes humains, et donc autrefois appelés races, mais c'est pas détachable du fait de se dire qu'il y a plusieurs formes de racisme à l'heure actuelle. Et donc, est-ce qu'on peut dire, nous, qu'il y a du racisme en santé? De fait, peut-être que ça surprend, mais moi, il y a une image qui m'a beaucoup marquée, qui peut-être vous dira quelque chose. C'était, j'ai ce souvenir d'Agnès Buzyn discutant avec deux aides-soignantes qui lui expliquent qu'il faut aller chercher l'argent où il est et qu'elles n'ont pas de moyens. Et ça a tourné sous forme de gif parce que Madame Buzyn a levé les yeux au ciel comme si on osait venir lui expliquer la vie. Et ça a été beaucoup partagé comme une forme avec ce mot qui revenait de mépris de classe. Et il y a un racisme de classe, un racisme anti-pauvre. Et c'est pour ça que je publie ici qui résonne tout à fait, cette photo qui résonne tout à fait avec l'exposé que Louise nous a montré, c'est que il me paraît important de rappeler dans le contexte du racisme qu'on ne peut pas parler de racisme sans rappeler que l'efficacité de cette lutte-là, elle repose sur la lutte du système dans lequel il s'intrique, à savoir le capitalisme. Et si on les évoque de manière différente, comme des systèmes de domination, de fait, ils sont incompatibles entre eux et on ne peut pas comprendre le racisme moderne, qui est différent de la xénophobie, qui est juste ne pas aimer un étranger, mais le racisme moderne tel qu'il est construit ne se comprend pas si on ne réinscrit pas sa naissance, en tout cas, dans celle du capitalisme autour du XVIe siècle et des grandes découvertes. Alors évidemment, je ne vais pas moi prétendre vous faire un cours d'histoire ici, mais en tout cas, très brièvement, ça me paraît important de vous le rappeler, et ensuite, il y a des ressources vers lesquelles bibliographiques de spécialistes vers lesquels vous pouvez vous tourner. Mais pour pouvoir d'abord, au départ, accumuler du capital, avant la révolution industrielle du 19e, ça peut se faire que par l'accaparement des terres, le pillage de mines, etc. Et donc par la mise aussi en esclavage de millions d'individus. Et donc pour faire ça, comment on fait, alors qu'on est les progressistes, les découvreurs de terre, comment on fait pour, nous, grandes lumières, exploiter des gens? Il faut tout simplement théoriser qu'il y a une race qui est inférieure à la nôtre, à celle des découvreurs. Et donc on va théoriser des dominations souvent avec de la biologisation, avec des études comme Zaina l'a bien rappelé en introduction, afin de pouvoir expliquer ces rapports sociaux qu'on va leur imposer et que donc il existe des êtres humains inférieurs par nature. Même si c'est très paradoxal puisque ça va rencontrer le moment des idées dites des Lumières, en tout cas
en Europe. Alors évidemment, ces phénomènes sont très complexes. Là, je vulgarise à dessein, mais je vous invite notamment à noter ce très bon ouvrage qui s'appelle Capital et Race, qui est sorti il y a quelques semaines et qui explique comment ces choses sont indissociables. Mais il n'en reste pas moins, voilà, toujours avoir souvenir qu'il s'agit toujours de justifier et de biologiser des rapports violents. Et évidemment, même si le racisme a des aspects spécifiques vers des populations, vers les Noirs, vers les Arabes, vers les populations asiatiques, etc., n'oublions pas que le capitalisme en tant que modèle socio-économique pour conserver le pouvoir et l'argent pourra faire feu de tout bois à toutes les époques. J'ai regardé il n'y a pas très longtemps le documentaire sur Manouchian avec la panthéonisation et on voit dans ce très beau documentaire que je vous invite à regarder sur Arte les descriptions qui étaient faites pendant la Seconde Guerre mondiale des résistants, des communistes, des juifs, des roms, des handicapés avec un vocable qu'on retrouve aujourd'hui pour certaines catégories de population. Donc au fur et à mesure on peut changer à chaque fois au fur et à mesure que les besoins évoluent et qu'il faut changer de classe à dominer. Donc en tout cas, voilà, ça a toujours été intriqué au racisme de classe. Et on va revenir évidemment avec les diapos suivantes sur une partie des attaques racistes avec l'AME. Mais sachez, et ça me paraît important de le rappeler, qu'à moins de faire partie de cette classe de dominants millionnaires, on est tous dans la liste ici de ceux qui potentiellement sont les prochains dont on fera feu. Et on le voit notamment là avec la question somme toute bête des urgences dans les hôpitaux. Il y a déjà un racisme de classe qui s'opère avec les gens qui y vont pour rien. Ceux qui dérangent pour rien, les assistés, les feignants, etc. On l'a vu dans les manifestations populaires contre la réforme des retraites, avec les gilets jaunes. Nous, avec les soignants du collectif Interurgence, où Madame Buzyn dit qu'on avait détourné les soignants de la Riboisière qui avaient délesté, qui détournaient les arrêts de travail. Donc on voit bien là comment il y a les sérieux et puis ceux qui ne comprennent pas, qui font des demandes irréalistes, utopiques, ça c'est une forme de racisme. Le racisme de classe, le racisme de l'intelligence. Vous avez un très bon papier de Bourdieu dans le Monde Diplo. Et donc il va falloir, voilà, toujours pour ça, justifier pourquoi il y a un ordre établi. Donc avec ceux d'une bande, pourquoi on continue d'imposer ça aux urgences? Pourquoi on continue d'imposer ça aux gens? De travailler jusqu'à 65, 70 ans? Et bien voilà, c'est toujours justifier un rapport, que ce soit parce qu'il est de telle couleur, parce qu'il est de telle religion, parce qu'il n'a pas fait des études, il n'avait qu'à bouger ses fesses comme tout le monde et travailler comme moi, j'ai du mérite, etc., etc. Et donc le danger, c'est à quel point nous, on va se laisser pénétrer par cette idéologie. Et que, évidemment, puisqu'il faudra toujours s'approprier le grand nombre en montrant du doigt, à chaque fois, éventuellement en changeant, une population pour continuer à dominer et avoir malgré tout, si pas l'adhésion, en tout cas la non-réprobation du plus grand nombre. On l'a dit souvent par le passé, hein, le silence des pantoufles, on évoque le silence, et de fait là, quand on a un pouvoir qui partout, on parlait de l'extrême droite qui monte, mais qui rencontre de moins en moins d'adhésion populaire, il faut pointer du doigt et justifier qu'on continue des politiques qui sont contraires à l'intérêt, en tout cas général, et donc pointer du doigt une population, ici les migrants, ici les islamistes présumés avec l'abaya, etc. Ça permet de dévier l'attention et donc faire adhérer. Voilà, comme je fais moi avec ma fille qui ne veut pas mettre son pyjama. Oh, regarde un éléphant, je mets le pyjama et j'obtiens le silence. Donc je vous ai mis ce petit film Moonlight. Pourquoi? Parce que c'est l'histoire, là on parle de, Louise parlait bien de la cumulation, l'intersectionnalité des luttes et comment les discriminations s'additionnent entre elles. Là on est dans un bon exemple du héros du film qui est pauvre, noir et gay. Et sa mère est droguée. Donc lui, il cumule, clairement. Et pourtant, c'est un parcours de réussite. Et alors, ce qui est très chouette, c'est que
le réalisateur dira, vous avez la phrase en dessous, l'un des constats de ce film, c'est qu'un garçon qui grandit dans le monde de Chiron ne gagne pas un Golden Globe, il n'est pas nominé aux Oscars. Parce que, de fait, le système a besoin de dire, mais regardez, quand on veut, on peut, et comme ça, de sortir du lot et de nous montrer qu'il y a des réussites, même noires, pauvres, etc. Or, de fait, sociologiquement, il ne s'agit toujours que d'exceptions. D'exceptions clairement sociologiques. Et ce qui est intéressant de noter, et ça sera mon dernier propos avant d'arriver au fait sur l'AME, c'est que cette trajectoire tout à fait particulière, vous allez avoir des Omer Sy, des Jamel Debbouze, des Zidane, etc., ne vont être valorisés et reconnus qu'à condition d'adhérer ou à minima ne pas critiquer le système en place. Parce que si par contre, dans cette version de la pauvreté qui arrive, ou du noir qui arrive, ou du migrant qui construit une trajectoire, s'il devient, une fois en haut, et qu'il a une caisse de résonance médiatico-politique, économique importante, si c'est pour faire du Édouard Louis, l'écrivain, du Annie Ernaux, qui a été prix Nobel récemment, une écrivaine, ou Corinne Massiero, l'actrice, vous voyez qui c'est. Ça va, vous êtes là ? Ouais. Qui vient critiquer ce qui est dominant. Je pense aussi à Adèle Haenel tout récemment, là Judith Godrèche dans le. Et bien là, l'idée va plus du tout être de vous mettre en avant tel un exemple. D'ailleurs, Judith Godrèche racontait encore avant-hier comment elle a été, après les Césars, mise tout au fond du Fouquet's. Bien sûr, elle se disait, on ne savait même pas s'il restait encore une table au bout de l'endroit où elle avait été mise. Et là, effectivement, vous allez entendre parler dans les radios, sur les grands médias. On entend souvent, quand on parle des ouvrages d'Édouard Louis, quand on a parlé encore récemment d'Annie Ernaux, qui était par ailleurs, qui appartenait au Parlement de l'Union populaire de la France insoumise, on dit d'elle qu'elle est un peu démago, c'est quand même une militante cachée, etc. C'est pareil si on s'intéresse à la politique. C'est jeune, c'est important de s'impliquer dans la vie politique de son pays, etc. Ça, ils vont le dire tout le temps. Avec le service national, le SNU, c'est important que les jeunes, les gens s'impliquent dans la vie de leur pays. Et alors, moi, Sabrina Ali Benali, interne, quand en 2017, donc interne en 2017, évidemment, maintenant j'ai les cheveux blancs, je décide d'un jour que j'étais aux urgences et que Madame Touraine nous fait un billet de journal pour nous dire à quel point c'est l'urgence à l'hôpital et que donc elle va mettre un plan urgence, plan blanc pour la grippe. Je décide, sans savoir le retentissement que ça allait avoir, de faire une vidéo, ce qu'on appellerait aujourd'hui un peu des cris d'alerte pour dire mais Madame Touraine, arrêtez votre délire, c'est tous les jours l'état d'urgence à l'hôpital. La garde d'hier, j'avais une patiente, il a fallu que je la transfère en cardio, j'ai essayé d'appeler 11 services d'hôpitaux pour lui trouver un lit, il n'y avait personne qui a pu me la prendre. Ce truc, je lui décris une journée, prend une ampleur phénoménale et fait 12 millions de vues en 48 heures, qui m'emmène très rapidement sur les plateaux télé, mais là, c'est pas bien de faire de la politique, parce qu'ils voient qu'en même temps j'ai ma carte, ce qui n'est pas une carte d'ailleurs, mais que je suis bénévole à la France Insoumise et que je participe au livret santé, et alors d'un coup la déflagration c'est dans l'autre sens. Vous allez avoir France Inter qui nous dit non, elle n'est pas interne de la PHP. Alors là, c'est carrément, en plus, on dégomme et puis on ment. Il n'y a pas de service d'urgence où travaille cette dame. Ce site est une manœuvre politicienne. Et puis tout le monde y va de son Martin Hirsch, Gabriel Attal, qui à l'époque n'était pas un adolescent Premier ministre, mais... moi, j'ai dit mes conflits d'intérêts, donc je n'ai pas de... Voilà, moi je me lâche. Mais qui était le conseiller de Madame Touraine, etc., qui d'ailleurs a ensuite retiré son tweet, etc. Donc vous voyez bien là comment s'opère ce racisme de classe. C'est-à-dire que ce qu'on va appeler la réussite n'est réussite que si elle correspond aux attentes
des dominants. Dès lors que vous venez pour critiquer quelque chose, là, vous n'êtes plus très bien vu. Sauf si, voilà, la seule chose qui est permise éventuellement, c'est la charité. Voilà. Si vous faites les pièces jaunes, ou poussez la chansonnette au resto du cœur, ça c'est tout à fait admis. Voilà, pour le reste, si vous souhaitez défendre les gens qui vivent dignement, qui sont soignés correctement, là c'est un peu chaud, quoi. Parce qu'en même temps, comme projet, vivre dignement et tout, c'est un peu chaud quand même. C'est vrai que c'est extrémiste comme projet. Et j'en viens à mon point principal, une fois qu'on a dit tout ça, que m'a demandé donc un petit peu d'évoquer avec vous Zaina, c'est la loi immigration, ce qu'elle comportait, et son retentissement le plus important pour nous, soignants, qui va être la réforme de l'AME, qui, comme elle l'a précisé, là n'est pas passée, mais a priori, M. Attal prévoit qu'elle sera remise à l'ordre du jour d'ici l'été. Alors c'est important de se rappeler quand même que depuis les années 70, c'est quand même une trentaine de réformes, et là vous voyez depuis 45, c'est tous les 2 ans qu'il y a une réforme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu, là avant de présenter la nouvelle réforme, aucune évaluation ou quantification économique, socio-économique, sociale, etc., des réformes passées. Aucune évaluation des dispositifs qui ont été mis en place par les cinquantaines de réformes qui sont déjà passées. Et donc on voit là un peu ce drapeau agité pour un projet qui est présenté pour faire face à une arrivée supposée massive de migrants, etc., le grand remplacement. Et bien en fait, concrètement, les flux d'immigration en France, ils sont tout à fait stables. Il n'y a le fantasme n'est que fantasme et pas réalité. Et la France se classe même seulement au 20e pays au rang d'accueil des demandes d'asile et des réfugiés en Europe. Donc on est très loin de la grande invasion. Et alors, comme je ne vais pas vous détailler là, je l'ai juste mis en point sur l'essentiel, je vous intéresse à lire la plupart de mes bullet points viennent de là. C'est un collectif qui s'appelle le collectif Nos services publics. C'est des agents du service public, des hauts fonctionnaires de l'administration qui participent à la mise en œuvre des politiques publiques de l'État, qui ont décidé de se constituer en collectif face à la perte de sens et à leur service de l'État qu'ils ne voyaient plus comme... dont ils perdaient le sens, voilà, de leur rôle, qui ont décidé de se former en collectif et de faire de la production intellectuelle pour interroger cette forme-là de service à l'État. Et donc vous avez une très bonne note de synthèse du collectif Nos services publics sur la loi immigration. En tout cas, l'essentiel est de comprendre qu'à défaut d'améliorer les services vers les personnes étrangères, clairement, avec la déconcentration, avec l'augmentation des OQTF, alors que même on n'arrive même pas aujourd'hui à assurer une écoute, un suivi des dossiers des personnes à qui il est admis, on a une politique qui passe complètement à côté des réalités qui sont vécues par les agents sur le terrain et des usagers. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais en tout cas, des politiques qui passent complètement à côté des réalités du terrain, moi, ça me rappelle beaucoup l'hôpital, quand on a des réformes et qu'on attend quelque chose et que ça a l'air de passer complètement à côté. Alors, du coup, si je suis trop rapide et que je parle trop vite, vous me le dites. Qu'est-ce que ça fait donc à nous? On a évoqué avec les précédents, je vérifie l'heure pour être sûr que je ne vais pas trop lentement, les conséquences, et qu'est-ce qu'on doit se poser comme question, à mon sens, chez vous, pour nous tous, citoyens et médecins, donc dans notre rôle dans la société, médecins, futurs médecins, soignants, etc., c'est toutes ces questions-là. En quoi ce débat, ça me concerne? Est-ce que ça a vraiment un impact sur ma vie quotidienne? C'est quoi le temps politique qui est consacré à ces questions, etc. Parce que de fait, aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'il y aura un progrès pour tous, comme on l'a eu tout là avec l'inscription de l'IVG dans la Constitution, un progrès pour quelques-unes, c'est un progrès pour tous, mais de la même façon, une régression pour quelques-uns, c'est aussi une régression pour tous. Et donc, ici, ce qui est important de se rappeler, c'est d'abord que ce sujet, oui, il va nous concerner. Pourquoi? D'abord parce qu'effectivement,
le temps médiatico-politique, comme on l'a évoqué avec Louise, il est très important sur ces questions. Il a été démontré par la CIMAD qu'il est beaucoup plus important que ce qui concerne les préoccupations des Français. Clairement, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, la rentrée scolaire, ça a été vraiment assez violent médiatiquement sur le thème de l'abaya. C'est-à-dire qu'au moment de la rentrée scolaire, on a quand même les gens, une majorité de Français qui parlent de leurs difficultés avec le pouvoir d'achat à faire les paniers de leurs gosses. On a 3000 gamins qui dorment à la rue, à la rentrée scolaire, qui n'ont pas de logement. On a des milliers de gamins qui rentrent à l'école sans professeur. Ils n'ont pas de remplaçants, ils n'ont pas de prof en classe. Et on sait qu'on a 302 jeunes filles qui ont mis un kimono ou une abaya. Et les mecs, H24, on a eu l'abaya, ce qui fait que vous alliez à un dîner avec des copains, on vous demandait ce que vous pensiez sur l'abaya. Donc si vous voulez un moment quand il y a quand même 3000 gamins qui dorment dans la rue, des enfants et des femmes, etc., qui aujourd'hui meurent dans les rues en France comme des animaux sur les trottoirs, et j'en passe de tous les soucis qu'il existe dans notre pays, si vous voulez, ça paraît un petit peu surréaliste de se poser ce genre de questions. Et donc, effectivement, ça nous concerne, puisque ce débat, il a une caisse de résonance ensuite dans la société. On va en parler, et vous, votre position en tant que médecin généraliste, en tant que soignant à l'hôpital, quand vous allez voir rentrer la gamine avec une abaya, la dame avec un voile, vous allez avoir un préjugé. Et la CIMAD le montre très bien comment... en période notamment électorale, un temps, à chaque point passé de discussion sur un sujet, c'est des points gagnés en polarisation de la personne vers des idées. C'est-à-dire que une personne ayant des idées à peu près neutres va se voir avoir plutôt des extrémités, des idées extrêmes, concernant l'immigration après un temps de médiatisation effectif, d'autant que c'est toujours traité plutôt de façon négative. Voilà, avec les immigrés sont violents, des voleurs, il y a des viols, on va vous citer les campements et jamais les versions plutôt de tout ce qu'il y a de positif dans l'immigration. Voilà. Et donc ça donne un peu un tempo de la société qui pour nous et dangereux, comme elle le disait, comme tu le disais, avec les Roms là, quel préjugé va s'installer au moment de soigner cette personne? Quand ils vont arriver, comment on va faire? Je crois qu'il faut que j'accélère. J'accélère. Donc je vous l'ai mis là, évidemment, il y a clairement une diversion par rapport, et je vous l'ai mis là, tous les sujets sociaux brûlants où on a de moins en moins d'adhésion populaire sur ces questions-là. Donc je l'ai dit, il y a un recul d'accès aux soins, et là où nous on va être directement impactés en plus de nos préjugés, c'est que dans la loi immigration, les demandeurs d'asile, d'AME, ils pourront plus passer par les associations, ils ne pourront plus passer par leur commune, ils devront passer uniquement par l'hôpital, la CPAM ou les PASS. Et quand on sait à quel point nous, on est déjà débordés dans les services hospitaliers, les permanences d'accès aux soins, c'est vraiment ne pas tenir compte non seulement des usagers, mais aussi des professionnels de santé, de nous impacter là avec ce travail supplémentaire. Donc l'AME, comment ça se passe, vous le voyez là. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce qu'il s'agit tout simplement des droits accordés de soins à une personne qui se fait dans le respect, comme je vous l'ai mis, des conventions humanitaires, tout simplement des droits de l'homme et de la Constitution de 1946 en France, qui vise à préserver la santé de la population. Et pourquoi c'est une absurdité à la fois économique et sanitaire? Parce que penser que le migrant qui, bien sûr, quand il est parti du Mali, du Sénégal, du Burkina ou que sais-je, vous pensez qu'il a regardé les papiers CAF sur Internet et qu'il s'est dit « Ouh là là, en France, attends, si je fais l'APL plus ça, peut-être je vais avoir 182 €. » Et du coup, il s'est dit « Viens, on va risquer la vie en bateau, traverser, on va peut-être faire la prison en Libye sur le chemin, être roué de coups, violé, etc. Parce que peut-être qu'on peut se faire 182 € de CAF et avoir un
super logement en France. Bon, c'est délirant. Donc évidemment, ce sont des gens qui ont souvent fui au péril de leur vie pour fuir la misère, des catastrophes humanitaires, des dangers politiques, etc. Et donc, pourquoi c'est une absurdité économique? Parce qu'ils ont avec eux tout potentiellement des troubles sanitaires, physiques, mentaux, etc., liés à leur origine et aux conditions de leur voyage, et que si quelqu'un arrive avec un contagion tuberculose et que vous ne le soignez pas, la tuberculose par contre elle n'a pas de papier, et quand le monsieur va prendre le métro, potentiellement il est contagieux avec toute l'Île-de-France. Donc penser qu'en plus on va faire des économies, c'est une absurdité comme on le voit ici. Et d'autant que là je finis en 2 minutes, vous voyez bien ici que c'est 0,5% des dépenses de santé, soit dites rien. Je vous l'ai mis là, n'oubliez pas, le plus important chez ceux qui profitent, bénéficient, viennent que pour profiter du système de santé français, en fait la moitié d'entre eux n'accèdent même pas aux droits qu'ils ont. Voilà, quand même c'est important de le rappeler. Ça je vous l'ai déjà dit, qu'ils ne peuvent plus déposer leur demande là. Donc cette réduction où il va falloir encore se battre à la rentrée, c'est quoi? C'est se battre contre leur réduction d'accès aux droits, contre le renforcement de ces discriminations-là, la fragilisation, nous, de nos endroits de travail et de nos collègues. Et clairement, défendre nos principes universels à tous, que sont, l'humanité, tout simplement, universelle, hein, on est tous humains à part entière, et de fait dans la Constitution française, tout le monde a le droit aux soins et à la garantie de la dignité de son vivant, et nous, avec le serment d'Hippocrate et la déontologie médicale auquel nous devons adhérer, vous avez là l'article qui explique que quelle que soit l'origine, les mœurs, la situation ou l'appartenance à une ethnie, on se doit de soigner, écouter, examiner de la même façon. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Sabrina. On comprend bien donc que l'AME, ce n'est pas du tout un dispositif facile d'accès finalement. Il y a un autre dispositif dont on entend beaucoup moins parler. Et Ouda, je pense que tu veux nous en parler. Peut-être juste avant ce deuxième dispositif, j'aimerais juste rajouter quelques petites choses sur l'AME, juste des choses que nous voyons d'ailleurs à Médecins du Monde. C'est les données de nos 14 centres de santé qu'on appelle CASO à Médecins du Monde. En moyenne, je veux dire, chaque année, on va voir entre 23 000 et 25 000 personnes. Si on ferme les yeux sur les 2 années de Covid où il y a eu une chute de la file active. Sur les 23-25 000 personnes que nous voyons annuellement, il faut savoir que 87% de ces personnes sont éligibles à l'AME et qu'elles ne l'ont pas, en fait. Elles n'y prétendent pas, parce qu'elles ne connaissent pas le système de santé. Donc ça fait vraiment partie des légendes qui courent sur l'AME. Autre chose sur l'aide médicale d'État, il est très fort le système de sécurité sociale en France, il est très honorable. Il est créé après la Deuxième Guerre mondiale dans des circonstances assez particulières, et je trouve que c'est il est très bon et que c'est très honorable de le défendre, parce que c'est vraiment un mécanisme solidaire. C'est un mécanisme assurantiel. L'AME, c'est un mécanisme assistentiel. C'est une forme de discrimination. Ce sont des personnes que nous avons d'abord sorties d'un mécanisme assurantiel pour dire qu'elles ont droit à une assistance, l'aide médicale d'État. Il faut savoir que l'AME n'existe pas à Mayotte. Mayotte est un lieu de non-droit. L'AME qui existe en France hexagonale n'existe pas à Mayotte. Et que depuis plusieurs années, notamment depuis 2019, il y a des restrictions majeures sur l'AME. Il y a les délais de carence, il y a les restrictions des paniers de soins, il y a les 9 mois de présence obligatoire avant de pouvoir prétendre à certaines prestations ou certains services de santé. Donc en fait, on gratte sur cette assistance chaque année un petit peu plus. Et donc, on démultiplie les problèmes de santé de personnes qui, je vous le rappelle, à leur arrivée sur le territoire français, c'est ce qu'on appelle le Healthy Migrant Effect, sont en général d'un bon niveau d'état de santé. Le niveau de santé des personnes à leur arrivée sur le territoire, parce qu'il faut quand même y aller, sur 3 ans de parcours migratoire, généralement, il est bon. Et puis, plus on reste en France, plus il décroît, justement du fait
de l'altération des conditions de vie et du non-accès au système de santé. Donc ça, c'était juste quelques mots pour illustrer l'AME. Mais je voulais aussi vous parler de ce qu'on appelle le DASEM. Le DASEM, c'est le droit au séjour pour les étrangers malades, qui est aussi une disposition qui a pu être très utile pour quelques personnes. Pareil, c'est pas la peine d'imaginer qu'ils sont 500 millions. Qui, parce qu'elles n'arrivent pas, parce que le système de santé du pays d'origine ne permet pas de couvrir des soins, peuvent prétendre à ce droit au séjour pour étrangers malades, et sur lequel aussi on gratte de plus en plus. Donc là, il dépend de l'OFII, qui est censé avoir à disposition une bibliothèque dans laquelle il y a les conditions du système de santé du pays d'origine, qui est totalement inaccessible. Nous n'avons jamais pu avoir accès à cette bibliothèque. Et puis chaque année, pareil, il y a des rejets. Et donc des personnes meurent parce qu'elles n'ont pas accès aux soins dans leur pays, dans le sens où soit le traitement n'existe pas dans le pays, soit le traitement existe, mais il est inaccessible pour ces personnes. Et donc on gratte beaucoup aussi sur ce DASEM, et c'est passé sous silence. Effectivement, nous, en soins primaires, on n'entend pas beaucoup parler du DASEM, c'est plus des soins qui relèvent de l'hôpital, dialyse, etc. Merci beaucoup. Merci à vous toutes pour vos propos sourcés. D'ailleurs, est-ce que Louise, tu peux nous remettre le QR code? Vous avez accès à toutes les sources via le QR code que vous pouvez scanner. Est-ce que vous avez un mot pour conclure? Notre congrès, c'est... Le thème de notre congrès, c'est l'éthique. Un mot pour ça? Moi, je veux bien. Moi, je veux bien, et... enfin, un mot, 3 quand même. Je vais essayer de ne pas être dans un stéréotype ou dans un préjugé. Enfin, là, nous sommes une assemblée où probablement des identités multiples. Mais si on devait choisir une identité commune, c'est celle que nous sommes professionnels de santé. Et donc, en tant que professionnels de santé, nous sommes tenus à des positionnements professionnels. Nous sommes tenus à des idéaux. C'est pour ça qu'il y a une déontologie, qu'il y a de l'éthique. Mais nous sommes aussi tenus à avoir des postures et des positions professionnelles. À ce titre, c'est normal de militer, c'est normal de lutter pour avoir plus de ressources humaines, c'est normal de militer pour avoir plus de budget au niveau des services de santé. Mais c'est aussi normal de lutter pour avoir des politiques publiques qui ne discriminent pas les personnes, puisque c'est la racine de notre métier que de permettre aux personnes de maintenir leur santé ou de la rétablir. Et donc c'est aussi un engagement professionnel que de lutter contre les politiques discriminatoires ou racistes. Merci à toutes les trois. On va... Oui, bien sûr. Un mot. Ou 3. Évidemment, en termes d'éthique, pour rebondir sur Oda, avec qui je partage entièrement le constat, la majorité d'entre vous ici sont soit étudiants, soit déjà arrivés à la fin de l'externat, l'internat ou d'autres professions du soin. Et de fait, vous avez tous peut-être, la plupart d'entre vous, vu une naissance, un décès, des gens nus qu'on voit toute la journée. Et s'il y a bien une chose qui est marquante quand on est professionnel de soins, c'est qu'il n'y a bien qu'une seule humanité universelle. Tout le monde a 2 oreillettes, 2 ventricules, et quand on est malade, qu'on fasse un infarctus du myocarde, il n'y a pas une façon de traiter différemment un noir, un chinois, un arabe, un blanc, etc. Et donc je crois que cette force-là de rappeler à quel point l'humain est universel, tout simplement, rappeler l'humanité universelle, se rappeler qu'il n'y a aucune... Voilà, être vraiment des défenseurs de l'humanité universelle, parce que soignant, on a la démonstration chaque jour, et qu'à la fin, quand on part ou qu'on est, on est tous le même être, et donc de se rappeler ce qui fait parce que potentiellement un jour, on sera toujours celui d'en dessous de quelqu'un d'autre, et que ce qui arrive aujourd'hui à des compagnons, potentiellement peut nous arriver demain. Donc c'est en défendant ces valeurs communes d'humanité universelle, de fraternité et de notre belle devise républicaine, je crois, parce qu'on est médecin et aussi citoyen d'une nation qui a une très belle devise dans laquelle s'inscrit la fraternité. Donc voilà, je crois que c'est aussi un idéal commun
et en tant que professionnel de santé et en tant que citoyen de ce pays, de se battre contre les discriminations et pour l'humanité universelle. Merci Sabrina. On va pouvoir passer un temps d'échange. N'hésitez pas à lever la main, on vous passera un micro. Merci vraiment pour la qualité pédagogique de cette discussion. Maintenant que vous nous avez aidé à mettre un peu des petites lunettes pour voir les discriminations, j'avais une question vraiment assez concrète sur nous, futurs ou déjà médecins généralistes. Comment est-ce qu'on peut faire pour, lorsqu'on voit un patient ou une patiente qui va avoir un problème physique ou psychique lié à une cause pas qu'individuelle, mais aussi vraiment socio-économique, par exemple les violences de genre, l'éco-anxiété, la précarité, des conséquences d'un travail productiviste, etc., comme les troubles musculo-squelettiques. Comment est-ce qu'on peut faire pour sortir de cette individualité et essayer de l'aider aussi par rapport à ce côté socio-économique que vous nous avez expliqué? Je ne suis pas sûre d'avoir toutes les réponses, mais le fait de prendre en question, c'est ça. Tous ces déterminants, les conditions de vie et effectivement comment la précarité altère la santé. Il y a plusieurs moyens. Je pense qu'il y a des choses qui se construisent de plus en plus et qui sont quand même assez spécifiques à la médecine générale dans cet aspect holistique et biopsychosocial qu'on retrouve beaucoup au niveau de la médecine générale, qui fait qu'on a des exercices de plus en plus multidisciplinaires en fait. Parce que les médecins sont d'abord des cliniciens, mais qu'aujourd'hui, vu l'aggravation de la précarité, vu l'aggravation des conditions de vie, on sait que c'est difficile de travailler sans professionnel du social. On sait que c'est difficile sans connaître les dispositifs qui existent au niveau du territoire. Donc les mécanismes, la structuration des services de santé qui doivent être pluridisciplinaires, ce sont des formes qui vont avoir tendance à se multiplier, justement, pour essayer de questionner les questions d'hébergement, de logement, de santé au travail, etc. Donc ça, pour moi, c'est un des outils, c'est de faire connaissance des autres professionnels, de voir leur périmètre de travail et de voir comment on travaille ensemble, de chercher des ressources. Elles existent toujours au niveau du territoire, on peut les trouver au niveau des ARS, mais on peut aussi les trouver d'ailleurs au niveau des associations ou des ONG, de tout ce qui est structure de référencement, et notamment sociale, ou hébergement, ou scolarisation, ou aide alimentaire au niveau du territoire. Donc ça, il faut s'aider d'autres professionnels. Les médiateurs et médiatrices en santé peuvent jouer ce rôle-là aussi. Ensuite, il y a, c'est un jugement de ma part, hein, mais parce que je l'ai vécu aussi à un certain moment, on a peu de considération pour le travail administratif. On est quand même d'abord clinicien, on aime bien soigner. Le travail administratif du médecin, il faut vraiment le voir comme un travail de clinicien. La rédaction de certificats, la rédaction de conditions de vie de personnes, parfois elles sont demandées par les travailleurs sociaux. Vous contribuez à l'amélioration de leurs conditions de vie. Il faut vraiment le voir comme le travail clinique, comme le travail de soins, comme le raisonnement clinique et la prescription de médicaments ou les conseils nutritionnels, parfois la rédaction de documents administratifs. Prenez-le vraiment comme une véritable activité clinicienne et de santé. Je complète très vite en apportant aussi le fait de, quand un patient se présente comme ça, de tout simplement connaître ses droits. Moi, j'ai une anecdote à ce propos, c'est que j'ai quand même découvert, une fois l'internat fini, et ça m'a fait halluciner de ne pas l'avoir su de tout au long de mon internat, que quand vous faites un arrêt de travail, quelqu'un s'est fait un lumbago, et pendant ses congés, il vous dit « Ah mais de toute façon je suis en congé ». Ben non, en fait son arrêt de travail, les 3 jours que ça lui mange de congé parce qu'il a mal au dos, se reporte en congé quand il reprend le travail. Alors, ça se trouve, il y a des internes ici qui ont déjà été en arrêt de travail parce qu'ils étaient malades et ils ne savaient pas du tout, ils l'ont eu en congé, que c'était reportable. Mais par exemple, moi je trouve ça assez hallucinant d'avoir eu 10 ans d'études de médecine et de n'avoir même pas su ça alors que j'avais rédigé des milliers d'arrêts de travail probablement pendant l'internat. Donc partout là on voit bien comment quand même faire connaître à une personne ses droits, et la plupart des gens, même quand je leur fais un arrêt, disent « Ah bon, je peux récupérer si ça arrive un week-end, pareil ». Si vous l'arrêtez et que c'est le samedi-dimanche, elle peut récupérer son samedi-dimanche de week-end sur 2 jours de travail. Voilà, et donc déjà,
faire connaître aux gens leurs droits. Pareil pour les victimes de violences sexuelles, etc. Là aussi, faire connaître les droits, à quoi on a accès et savoir s'orienter. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'internes d'associations qui font des outils qui aident à ça. Alors, je ne dis clairement pas que la société est plutôt favorable, hein. C'est un peu un combat d'aller chercher. On n'a pas assez d'assistants sociaux, on n'a pas assez de travailleurs sociaux. Et les urgences cristallise bien ce point de rupture-là, puisque tout ce qui ne trouve pas de réponse se retrouve un peu jeté là aux urgences qui sont un point de cristallisation de la société. Néanmoins, voilà, partout où on peut s'appuyer, comme le disait Ouda, sur les mécanismes et vraiment la notion des droits encore existants, que les gens les connaissent, me paraît capitale. Une ou deux dernières questions? Non ? Bonjour. Oula, oui. Bonjour, merci beaucoup pour cette intervention. C'était vraiment très stimulant. Moi, juste pour une intervention complémentaire et une petite question à la fin, c'est merci d'avoir rappelé que sur le territoire français, donc par exemple Mayotte, il y a du non-droit et du non-respect de l'accès aux soins, parce que souvent, je pense qu'on pense tout de suite à difficulté d'accès aux soins, précarité à des patients étrangers ou à des territoires au-delà de la France, et on oublie que la France, c'est aussi la métropole, mais aussi des dom-toms. Et à Mayotte, notamment, cette question de est-ce qu'il y a l'eau et l'électricité. J'avais fait un stage aux urgences et la pédiatre me disait de le demander systématiquement aux mamans. Et c'est quand même assez frappant de se dire qu'en travaillant dans un territoire français, on va devoir demander à un patient s'il y a l'eau et l'électricité chez lui. Et donc, en faisant écho aussi à des territoires comme la Guyane, où on va avoir des patients dans une ville donnée qui vont devoir prendre des heures, voire des jours pour accéder au centre hospitalier le plus proche, entre guillemets, parce que justement, il n'y a pas de volonté économique ou politique pour faciliter l'accès aux soins en France. Donc ça, c'était la première remarque pour recentrer un peu ce débat sur aussi nous, en tant que Français, tout simplement. Et la petite question complémentaire, c'est est-ce que Médecins du Monde, par exemple, fait des webinaires ou des petits flash formations sur ces questions-là? Et si c'est le cas, où est-ce qu'on peut trouver ce type de formation au-delà de congrès ou de journaux lambda, quoi. Merci beaucoup pour la question. Je vais peut-être répondre rapidement parce que je pense qu'on n'a plus le temps et qu'il faut clore. Juste vous dire que vous trouverez... il y a beaucoup de publications de Médecins du Monde qui sont accessibles. Vous pouvez être directement sur le net. Vous pouvez rentrer sur le site de Médecins du Monde où vous allez avoir des publications particulières. Et vu que c'est une ONG qui a une activité de plaidoyer politique, c'est pareil. En rentrant sur le site, vous allez vraiment pouvoir avoir pas mal de ressources, autant de formations que de communiqués de presse, que d'outils de plaidoyer politique qui pourraient vous être utiles. Merci. Merci à toutes et à tous. Comme vous l'avez vu, chers congressistes, les préjugés et les fantasmes liés aux étrangers et étrangères ou à l'immigration sont infinis. C'est pourquoi il est important d'expliquer leurs origines, de les enseigner et de sensibiliser afin de placer à distance tous ces préjugés et de passer à une autre ère, celle de la disparition de tous ces préjugés racistes. Les politiques de santé actuelles sont directement influencées par ces idéologies. Ainsi, l'AME est dangereusement contestée, ce qui pourrait directement impacter notre métier. Quelle éthique dans tout cela? Quelle est la place de notre humanité? Je vous laisse y méditer. Je remercie du fond du cœur mes trois invités. Merci du fond du cœur. Merci Louise, Ouda, Sabrina. Il est de notre responsabilité à toutes et à tous de dénoncer le racisme et de le combattre, car en santé comme ailleurs, continuer de nier le racisme, c'est refuser de sauver des vies.